Par passion du vélo, Groupama vous invite à découvrir la 3e saison du podcast Face à Face. Tout au long de l'année, Valentin Madouas, Romain Grégoire et Guillaume Martin-Guyonnet vous dévoilent les coulisses de leur saison. Au micro de Claire Bricogne, découvrez ces 3 coureurs clés de l'équipe cycliste Groupama FDJ comme ils ne se sont jamais livrés. Bonne écoute. Bienvenue dans cette 3e saison de Face à Face par Groupama. En 2025, c'est l'intime et le professionnalisme que vous allez découvrir. Ils vont se mêler dans les épisodes qui s'écouleront tout au long de la saison et dans les mots, les émotions de 3 coureurs cyclistes de l'équipe Groupama FDJ que vous allez entendre toute l'année, chers auditeurs. Et oui, 3 coureurs qui vont vous embarquer au plus près d'eux, qui vont se livrer et je l'espère se dévoiler. 3 coureurs qui vont faire 2025 et 3 coureurs qui sont donc les voix uniques de Face à Face par Groupama saison 3. Le premier à s'adonner à l'exercice de la conversation individuelle en face à face avec moi est breton et fier de l'être, mais aussi un peu normand. Lorsqu'il est passé professionnel en 2018, il était sûrement avant tout le fils de Laurent, 12e du Tour en 95. Depuis, il a ajouté de solides lignes à son palmarès et a profité d'un bain de foule comme on n'en connaît qu'une seule fois dans une vie. Une liesse parisienne en plein mois d'août qui l'a aidé à monter sur le podium des Jeux Olympiques de Paris 2024, médaillé d'argent. Je vous ai donné un point de départ et un point d'arrivée. Allons maintenant remplir les pages de ce livre qu'on va ouvrir ensemble, Valentin Madouas. Salut Valentin. Salut. T'as hâte de raconter un petit peu tout? Il y en a des pages à écrire à l'intérieur. Je pense qu'il n'y en aura pas un petit peu quand même, mais on verra bien. Alors on va commencer par une fiche. Je fonctionne beaucoup par fiche et on s'est dit tiens ça pourrait être drôle de faire ça. On aura un petit peu de temps fort en fait à chaque fois. Un côté vraiment sur ta carrière professionnelle et puis un côté un petit peu plus perso. On ira creuser dans tout ça. Je vais te donner des fiches sur ta carrière professionnelle, des faits et tu vas me les valider. Ok. Tu vas me dire ok, pas ok et si ça te va de les avoir mis dans ces cases. J'ai un peu fonctionné avec toi en 4 cases d'abord. Ok. Une case sur la gloire où j'ai mis médaille d'argent 2024. Là on est d'accord, c'est plutôt... Oui, bah, Voilà. c'est un peu la vitrine de mon début de carrière. Ah, début de carrière, c'est intéressant. C'est loin d'être terminé. Non. Monument est sur les pavés, donc 3e du Tour des Flandres 2022, 5e de Liège 2023. Là, j'ai bon aussi. Tout à fait. Sur les grands tours, tu as prouvé ta régularité. 13e du Giro, 10e du Tour, c'était en 2022. Ouais. Pas de faute pour l'instant. T'as bien travaillé. Je sens qu'il va y en avoir. Sur les courses d'un jour, champion de France 2023 et donc tu as remporté Plouay également au World Tour. World Tour, ça veut dire l'élite du cyclisme tout simplement. Donc mon 5e point, il est simple. Est-ce que tu valides ton surnom de 4x4 ? Parce que là, on est quand même passé partout. C'est vrai que je le valide. Non, c'est un surnom assez drôle que Thibaut Pinot m'a donné en stage déjà pour commencer. Et puis après, ça a été repris parce que par Antoine Duchesne. Comme ils parlent beaucoup, les deux, ils en ont fait part à toute l'équipe et puis c'est devenu un petit surnom que j'ai au sein de l'équipe. Très bien. En tout cas, si c'est validé, c'est le principal. Est-ce qu'il manque un temps fort de ta carrière pro que j'ai pas mis dans ma fiche ? Une course qui t'a marqué en plus que tu voudrais... Non, de toute façon, c'est les gros signes de mon palmarès. Tu les as cités. Après, il y a forcément ma première victoire chez les pros lors de Paris-Bourges. C'est forcément un élément marquant. Puis après, il y a ma carrière amateur qui, mine de rien, a été quand même assez fournie et je l'oublie pas celle-là. C'est important pour toi de continuer, c'est la base ? Ouais, pour moi, c'est la base, le cyclisme amateur, surtout que j'ai passé quand même 3 ans en amateur, moi, avant de passer pro, par rapport à mes études, essentiellement pour commencer, mais aussi parce que je voulais apprendre à courir et apprendre à gagner surtout, parce que quand on arrive chez les pros, c'est plus rare, donc il faut savoir gagner, savoir courir avec la pression, et c'est ce que j'ai pu faire en amateur. C'est super, une bonne base bien construite. Alors je te l'ai dit, la fiche est en 2 temps, le côté sportif et l'homme derrière le coureur. Donc j'ai dit breton un peu normand, est-ce que tu as haussé les sourcils quand j'ai dit ça ? Non, pas forcément, parce que c'est vrai que je suis quand même breton, j'habite en Bretagne, je suis né en Bretagne, donc, et même un vrai finistérien, donc c'est encore mieux. Mais après, ouais, un petit peu normand, j'ai ma compagne qui est originaire de Normandie, donc j'y vais quand je peux y aller. C'est un peu un endroit aussi où je me ressource énormément, où ça me fait beaucoup de bien et je me sens très à l'aise là-bas. Donc ça, c'est bon, c'est OK. Tu as commencé le cyclisme en minime 2. On en a parlé notamment dans l'épisode 1 que vous pouvez retrouver. Et avant, tu as pratiqué la natation, le judo, la course à pied. C'est tout un tas de sports. Ouais, en fait, mes parents m'ont mis à faire pas mal de sport parce que j'avais besoin de me défouler. Je pense que j'étais un peu un enfant qui avait besoin de courir partout. Donc, ils m'ont mis à faire du judo déjà pour commencer, avec un peu de natation. Pour me défouler, j'avais besoin de ça. Et puis après, arrivé en 6e,
Mes parents m'ont dit, moi, de toute façon, il va falloir que tu ailles faire du sport. Donc, ils m'ont dit, tu vas en sport-études natation. Donc, je suis parti en sport-études natation. On s'entraînait à 12 ans, on s'entraînait entre 5 et 6 fois la semaine. C'est énorme. Hein. Et ouais, moi, ça m'a permis aussi de me canaliser. Ça a permis voilà, de me calmer peut-être un peu et aussi de me défouler dans le bassin. Au début, j'étais nul. J'étais dernier du sport-études. Et puis, en fait, à la fin des 2 années, j'étais dans les 3 meilleurs du sport-études. Et même en brasse, j'étais plutôt dans les 10-15 meilleurs temps français. Donc, de mon âge, donc je me débrouillais plutôt bien. Et après, j'ai voulu arrêter pour faire du vélo. Et voilà, incroyable. Après, ça a forcément rejoint le cyclisme. C'était un petit peu inévitable. Tu es un énorme supporter du stade rennais ? Bien sûr que non. Étant brestois, c'est Stade Brestois. Énorme, hein, bien sûr. C'était pour voir si tu suivais, mais... Ouais. Je me suis quand même, je suis en forme. Tu as l'air attentif. Tu es passionné d'hippisme également ? Est-ce que tu as des parts en tant que propriétaire ? Ouais, j'ai des parts dans quelques chevaux avec ma compagne également qui, elle, faisait de l'élevage avec sa famille. Donc, j'ai pu continuer ça avec elle et essayer de vivre un peu des émotions similaires à celles qu'on peut vivre en tant que coureur cycliste. Très bien, et ça on va en reparler parce que je pense que l'entraînement notamment t'intéresse pas mal. Tu as mené en parallèle des études d'ingénieur, on l'a dit, et tu as même fait un stage de data scientist dans ton équipe. Ouais, j'ai travaillé un petit peu avec le data scientist de l'équipe pour valider mon stage de dernière année que j'ai pas encore fait. D'ailleurs, il faut que je suis en cours de rédaction et puis je devrais passer avant la fin de l'année normalement mon mémoire auprès de l'école. Faut que je trouve une date avec la saison, mais maintenant que j'ai mon programme, on va pouvoir caler avec l'école. Mais tout a été bien calé et on a pu bien travailler, donc c'était cool. Donc on en reparlera dans l'épisode de conclusion de Face à Face. C'est l'objectif, vraiment. Et donc tu nous as parlé dans l'épisode 1, tu nous as dit que tu étais bordélique, ça c'est un des traits que tu as voulu souligner, mais on m'a aussi soufflé que tu étais un peu tête en l'air et que tu pouvais oublier tes affaires et même être un petit peu parfois en retard. Je te rassure, il y a d'autres qualités qu'on va... Tu valides ? Ouais. En fait, moi, j'aime pas arriver en avance déjà, donc... T'es gêné ? Je suis gêné d'arriver en avance, de 1, et puis de 2, j'aime pas quand les gens arrivent en avance chez moi, donc à partir de là, moi, c'est pile à l'heure ou avec 2-3 minutes de retard. C'est ma façon de faire. Non, mais ouais, il peut y avoir un côté intrusif, en fait, des fois. Ouais, c'est ça, exactement, et moi, je préfère arriver, quand le départ du bus est 10h, je suis à 10h dans le bus, allez, 59 des fois, mais jamais 55. Très bien. Allez, on passe à l'angle sportif donc pour développer et décortiquer un petit peu plus justement ta carrière déjà, même si c'est loin d'être terminé bien sûr. Alors aujourd'hui, comment tu définirais ton profil ? Quel coureur est Valentin Madouas ? Comment dire ? Il y a pas mal de personnes qui m'ont posé ces questions. Moi, je rentre pas dans une case, enfin, je veux pas me mettre dans une case, même je prends les courses comme elles viennent, avec un profil forcément différent selon les courses. Début de saison, je me dirais que je suis plus un coureur de classique parce que c'est un peu mes objectifs et je travaille beaucoup mon côté puncher. Et après, au niveau du tour, un peu puncher, plutôt grimpeur, j'essaie de perdre un petit peu de poids et aussi de me concentrer à faire des cols encore plus à l'entraînement. Donc c'est plus, j'essaie de changer de profil en cours de saison, mais un peu comme le fait de temps en temps un Van Aert aussi quand il prépare le Tour de France. Donc ouais, c'est un coureur complet. Je veux pas me mettre dans une case, t'es puncher, t'es grimpeur, t'es coureur de classique. Dès que je prends le départ d'une course, c'est pour être le plus performant possible avec la forme que j'ai à ce moment-là. Donc je me mets pas de limite et je veux pas rentrer dans quelque chose que j'ai dans une case comme un coureur précis. Et ça a toujours été facile de faire ça parce que moi, si je te pose la question, c'est aussi parce que ça fait des années que je te suis et j'ai vu que tu t'étais quand même pas mal cherché, notamment en termes de profil aussi. Je me souviens même en 2021 que tu avais dit peut-être que je me suis un peu perdue et que l'équipe aussi finalement. J'ai parlé des grands tours aussi, tes classements, enfin terminer pas loin du top 10, c'est quand même pas rien sur un grand tour, voire top 10. Donc est-ce que ça a toujours été facile justement de gérer ça et d'accepter de te dire en fait peut-être que je peux être un peu partout ? Moi, j'ai pas trouvé ça difficile parce que au début, en fait, on essaie de te caler dans une case. Donc c'est toujours ça. T'es quoi comme coureur d'ailleurs ce qui m'a toujours fait marrer, c'est sur les fiches coureurs qu'on fait signer aux supporters, t'as toujours puncher, grimpeur, rouleur. Et puis en fait, moi, on me mettait souvent puncher parce que c'est quand même la qualité que j'ai, ma première qualité. Mais aussi, quand tu fais 10e du tour, tu peux pas dire que je suis pas grimpeur parce qu'il y a plein de grimpeurs qui font 20e du tour. Donc ouais, je suis un puncher grimpeur. Moi au sprint, forcément je suis pas sprinter, ça je le sais, même si je suis pas lent au sprint, j'aime bien ça, donc mais je suis pas le coureur le plus rapide. Mais ouais, donc en fait
au début, on essaie de te caser dans une case, mais avec l'équipe, après, voilà, je me suis dit, arrête de te poser des questions et prends les courses comme elles viennent, et puis essaye de faire les meilleures performances possibles. Et puis si c'est en étant puncher, bah, tu seras puncher, et si c'est en étant grimpeur, bah, voilà, tu seras grimpeur. En tout cas, il y a un truc qu'on pourrait mettre, c'est on a l'impression justement plus la course est longue et dure, mieux ça te va en fait. Ouais, bah ça, avec les années, c'est vrai que c'est vraiment ressorti. Je suis un coureur résistant. Après, voilà, il y a tout le monde qui me dit ça, t'es résistant. Mais oui, aussi, je le travaille. C'est aussi quelque chose que je fais beaucoup. Les classiques, je sais très bien que c'est les courses qui peuvent mieux me correspondre. Donc, je travaille beaucoup à l'entraînement en faisant des longues sorties, en travaillant beaucoup derrière scooter pour finir aussi mes sorties, pour vraiment être performant en fin de course. Et que, en fait, mon niveau du début de course, c'est presque le même en fin de course. Je progresse pas pendant la course, c'est juste les autres qui coincent. Mais c'est un travail que je fais énormément à l'entraînement, et peut-être au détriment d'autres qualités, mais c'est aussi pour ça que je suis performant sur ces courses. Et parce que c'est aussi un de tes points forts de toute façon à la base. Est-ce que tu vas changer des trucs un petit peu cette année dans l'approche? Je sais que ton début de saison notamment va être un peu plus léger par exemple. Ouais, un début de saison plus léger, je vais reprendre autour d'Oman assez tôt, et après je vais encore faire une période sans course avant de reprendre week-end Drôme-Ardèche. Et puis après, je vais avoir un gros enchaînement avec Strade Bianche, Tirreno, et ensuite tous les classiques jusqu'à Liège-Bastogne-Liège. Et ensuite, je vais me faire plaisir sur les Boucles de l'Aune et le Trobreau-Léon normalement, pour ensuite couper avant de repartir sur le Tour de Suisse. Donc ça va me faire un gros mois et demi de course, tous les grosses classiques. Donc je pense qu'on a fait le choix d'arriver avec beaucoup de fraîcheur sur ce début de bloc, et essayer d'être performant du début jusqu'à la fin de ce gros bloc de classiques. Bien sûr, tout est déjà planifié dans la tête et pour pouvoir aborder un petit peu tout ce qui va arriver. Alors, il y a un autre truc qu'on pourrait mettre dessus sur les fiches que tu vas dédicacer aux gens, c'est préfère être à l'arrière que devant sur le peloton. Alors ça aussi, ça revient tout le temps. C'est revenu dans l'épisode 1, mais je suis encore obligée de le remettre sur la table. C'est venu comment ça? T'as toujours couru comme ça? Ou il y a un moment où tu as pris cette... je sais pas si c'est une décision d'ailleurs. Non, je suis pas toujours couru comme ça. Moi, pourtant, j'aime bien frotter. C'est pas ça. C'est que moi, je préfère observer les coureurs. J'aime bien les observer vraiment, voir comment ça court, et essayer de remonter en ayant fait le moins d'efforts possible. C'est sûr que par moment, ça va coûter de l'énergie, parce que des fois, je vais pas réussir à être placé au moment où il le faut. Mais j'ai conscience que de toute façon, sur les grosses classiques, des coureurs comme Van Der Poel, comme Pogacar, comme Van Aert, ils sont plus performants que moi. Enfin, ils sont un petit peu plus forts que moi. Donc, ma seule manière de les battre, c'est d'avoir moins de dépenser d'énergie que avant la course. Ça peut paraître bizarre, tu dis, ah, t'es derrière, tu vas faire plus d'efforts, mais finalement, nous, on a analysé, enfin moi, j'ai analysé tous les datas, l'équipe aussi. Quand tu montes, quand tu arrives les milliers de pelotons avant un mont, et que devant, ils vont monter 15 secondes plus vite, en fait, ils vont avoir fait 50 watts de plus que moi, je vais en faire. Donc, en fait, c'est un peu des paris que je prends. Mais au moment où il faut être placé, là, j'ai pas le choix, il faut être placé, il faut être devant. Et c'est là où des fois, j'ai un peu du mal, parce que je peux m'endormir dans ce schéma, rester derrière pour économiser de l'énergie. À un moment donné, c'est là où il faut que j'arrive à être focus et à me placer au bon moment. Mais Sentir ce moment, justement. c'est sentir, c'est aussi de le travailler avec le directeur sportif au briefing. Parce que voilà, je suis quelqu'un qui use beaucoup d'énergie à frotter, mental, physique. Et puis, comme je le dis, je suis plus à l'aise à observer les adversaires, à regarder les vagues dans le peloton, que moi les faire. Donc je sais que je vais gagner beaucoup d'énergie à courir derrière, mais par contre, au moment où la course se lance, j'ai pas d'autre choix que d'être à l'avant. Et c'est là qu'on essaie de travailler de plus en plus avec les directeurs sportifs, pour être vraiment focus au bon moment. Ce que je sens aussi, parce que c'est un peu à contre-courant de dire ça, ce qu'on dit souvent, il faut être devant, éviter les chutes, etc. Ce que je sens, c'est que c'est vraiment quelque chose de personnel. C'est pas forcément quelque chose que tu dirais à tout le monde de faire, en fait. C'est que toi, ça te va par rapport à ce que tu as étudié, en fait. Ouais, tout à fait. Puis après, il y a des coureurs qui sont différents, hein. Stéphane Kung, lui, il a peut-être un petit peu moins de punch que moi pour remonter à un moment donné. Moi, je vais être très à l'aise, courir à l'arrière, au dernier moment, redoubler sans place, parce que je sais que je réanalysais, enfin, je sais comment est le peloton à ce moment-là de la course, donc je sais par où il faut y aller pour pouvoir doubler au dernier moment. Et un Stéphane, je sais que lui, il est beaucoup plus à l'aise devant, et il se sent beaucoup plus en sécurité devant, alors que moi, bah voilà, c'est pas une place où je me sens très à l'aise, donc je vais essayer de travailler d'une manière différente pour l'être. Et après, c'est pour ça aussi qu'on est complémentaires dans les classiques. C'est lui va peut-être prendre le coup d'avance sur moi, et moi peut-être arriver plus en fin de course avec sûrement un petit peu plus de fraîcheur. Et c'est aussi pour ça qu'on me dit, ah, t'es résistant. Mais je suis résistant parce que j'aurais usé moins d'énergie que d'autres, parce que mine de rien, le placement pour les classiques ou pour les grosses courses, c'est de l'énergie énorme pour se placer avant chaque mont. Et quand t'en as 30, bah, à la fin de la course, c'est énorme l'énergie pour faire
qu'on doit user avant de rentrer dans le mont. Donc en fait, moi des fois je le fais plutôt après le mont du coup, mais c'est vraiment des calculs qu'on a pu faire, qu'on a pu analyser et qui sont pas forcément défavorables. C'est juste que voilà, au moment clé, je dois être là et je dois être dans la roue des meilleurs. Alors, il y a eu un moment clé justement que tu n'as pas du tout loupé, c'est à Paris cet été évidemment. Est-ce que les Jeux, d'un point de vue reconnaissance, ont tout changé? Est-ce que on te reconnaît plus? Est-ce que dans l'épisode 1, je demandais si tu sortais toujours en pyjama faire tes courses? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Oui, forcément, ça a été un gros changement, je trouve. Enfin, vraiment au sein de, déjà à la maison, tout ça, il y a tout le monde qui me reconnaît beaucoup plus. Même quand je me balade, même là, j'étais en vacances aux Seychelles, il y a des gens qui m'ont reconnu aux Seychelles. Ah oui. Ouais, on reconnaît un petit peu, beaucoup plus parce que la médaille olympique en France, ça a marqué. Déjà être médaille olympique, je pense tout court, mais là à Paris, c'est encore plus gros. Et c'est vrai que ouais, ça a changé énormément de choses. Plus que le pour Tour moi. par exemple, ou plus que ton titre de champion de France? Ouais, j'en ai parlé encore à la présentation d'équipe il y a quelques temps avec les journalistes. Ils me disaient, alors, on en avait parlé au Tour, tu aurais choisi une victoire sur le Tour ou une médaille olympique et tu m'avais dit une victoire sur le Tour. Et là, est-ce que c'est vrai? Je dis, franchement, maintenant, je dirais la médaille olympique parce que ça a changé beaucoup plus de choses qu'une victoire sur le Tour. Le Tour, tu as tous les suiveurs de cyclisme élargis, entre guillemets, qui suivent le Tour. Mais là, c'était vraiment tous les passionnés de sport et même la France entière qui pratique pas forcément le sport, qui a regardé. Donc, c'est une retombée qui est juste extraordinaire. Mais si là, je te demande de la raconter, cette course, tu me dis quoi? Ouais, je peux te la raconter. Vas-y. Ça peut être très long. Hein. Le podcast peut durer très longtemps. Ouais, en format court alors. Faire en format court. Non, déjà au briefing, on avait chacun émis des rôles sur les 4 coureurs de l'équipe qui étaient du coup Kevin Vauquelin, Christophe Laporte et Julien Lafilippe. On était un peu en binôme entre guillemets avec Kevin. On devait nous lancer la course à un moment donné très précis que Thomas Vauclair nous avait dit. Donc on a lancé et puis ensuite Christophe et Julien devaient attendre le final, eux, pour rentrer dans la course et garder plus d'énergie. Donc on avait 2 stratégies un peu opposées au sein de l'équipe. Mais comme l'a dit Thomas, il l'a dit, c'est pas pour dénigrer les premiers ou même pour bloquer les derniers que je fais cette stratégie. C'est que vraiment tous les 4, vous pouvez être médaillés. Et que, en gros, nous, avant le circuit urbain, il fallait qu'on puisse prendre un coup d'avance pour que dès que les coureurs arrivent derrière, rentrent sur nous et peut-être, justement, grâce à cet avantage que moi j'ai pu prendre, avoir de l'énergie pour pouvoir tenir jusqu'au bout et tenir jusqu'à l'arrivée. Donc en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Juste avant de rentrer sur le circuit, je suis parti avec un groupe. Et puis derrière, en fait, ça a bagarré. Il y a juste Remco qui est rentré. Et ensuite, je me suis accroché à sa roue et puis je me suis dit, plus les bosses passent, plus tu dois t'accrocher. Et puis, plus tu arrives à rester dans sa roue, plus la médaille se rapproche. Donc voilà, je me suis accroché jusqu'à que j'ai pu. Et après, il est parti. Et moi, j'ai fait un contre-la-montre. Je me suis dit, tous les kilomètres, je me suis fait une arrivée. J'ai allé, tu vas jusqu'au kilomètre 5 parce que ça va aider les collègues derrière. Tu vas jusqu'au 4e, 3e. C'est ça que tu te disais, Ah ça ouais, va vraiment. aider derrière. Je me suis dit, ça va aider derrière. Et puis à moi, Ouais. ça va me permettre aussi d'avoir encore un petit peu d'avance. Et je me mettais au maximum, je me mettais kilomètre par kilomètre, une arrivée. Oui, c'est ça. Et puis vraiment au dernier kilomètre, là, je me retourne et puis je me dis, là, c'est bon, c'est fait, quoi. Et c'était pas trop le temps de réaliser parce qu'il y avait la grosse fatigue de la course et puis je suis allé vraiment très loin dans l'effort, mais c'était vraiment top. Ouais, c'était magique. Je te redemanderai ça peut-être dans 10 ans encore. Tu vas la raconter. Je pense. Même bien plus tard, je pense. En tout cas, je te le souhaite. Moi, je rappelle juste que depuis 1956, il n'y avait pas eu de médaille sur route, en cyclisme sur route du côté français. Donc, c'est vraiment un exploit partagé avec Christophe Laporte, en plus, qui a terminé 3e, bien sûr. Alors, j'ai une question maintenant un peu plus mentale. J'ai le souvenir d'une interview de ta maman dans l'équipe en 2018, donc vraiment à tes débuts pro, qui disait que tu étais quelqu'un de très zen. Ton papa l'a dit aussi un petit peu plus tard en disant, en fait, même quand il y a des gros morceaux, des grosses courses qui arrivent, finalement, il reste détaché. Est-ce qu'aujourd'hui, début 2025, c'est toujours le cas? Est-ce que tu arrives à garder cette même zénitude que tu avais il y a 7 ans? Oui, je pense que j'y arrive. Je suis très C'est quoi le zen. secret? Non, mais en fait, c'est pas que je suis stressé, c'est que c'est un stress, mais moi je le prends vraiment comme une motivation. J'adore ces grosses courses là, comme les JO. J'étais là au départ, j'ai prise vraiment comme une course comme une autre, et c'est ça qui a sûrement fait que j'ai une médaille, c'est qu'en fait je suis arrivé, je me suis dit, bon, t'es avec les mêmes adversaires. J'ai bien vu qu'il y avait un truc autour, mais ça m'a donné encore plus d'énergie et puis ouais, cette petite adrénaline supplémentaire qui a fait que sûrement ça m'a encore plus poussé dans mes retranchements. Mais oui, je dis pas
que j'ai pas de stress parce que t'en as forcément, mais c'est de l'excitation plus. C'est vraiment un mix de plein de choses qui fait que j'adore ces moments-là. Et moi, je fais du vélo, c'est juste pour ça aussi, c'est pour vivre des moments que personne peut vivre autrement, quoi. Et c'est peut-être aussi pour ça, c'est parce qu'en fait, tu mesures la chance que tu as finalement, tu le gardes tout le temps en tête, donc ça te fait pas de pression négative, quoi. Ouais, sûrement. Et puis après, il y a aussi le fait, je pense que j'ai fait des études. Maintenant, moi, je profite de ma carrière. Ouais. Je sais que j'ai quelque chose derrière. Et là, je profite de ma carrière à 100%. Et puis, en fait, tous les cours, je me dis, putain, c'est trop bien. Tu fais ta passion, tu fais le métier que tu rêves. Et puis ensuite, bon, je pense pas qu'à ça, loin de là. Mais je pense à ma course. Mais ça me donne un truc supplémentaire. Et en fait, je rentre à 2000% dans ma course. Et en fait, je prends ça voilà, comme une autre. Après, justement, plus il y a du public, plus il y a l'excitation, plus je sens qu'il y a une pression forte, plus je me nourris de ça et j'adore la pression. Moi, j'adore cette grosse pression autour de moi. Pourtant, parce que ça me booste encore plus, ça me concentre encore plus et ça m'aide sûrement à être encore plus performant. Moi, je trouve que tu te connais vraiment très bien et je trouve que c'est pas donné à tout le monde, mais on en reparlera un petit peu dans la partie un peu plus perso tout à l'heure. Alors, lors d'une présentation de votre équipe, donc il y a un petit moment, Marc Madiot et Thibaut Pinot même, et tu venais presque de débarquer, on dit Valentin, ça va être un des leaders de cette équipe. Est-ce que déjà tu te rappelles de ce moment et surtout, est-ce que tu te rappelles du moment où tu as senti que tu commençais à être leader dans l'équipe Groupama FDJ? Ouais, je me rappelle très bien de ce moment, mais c'est difficile à dire en fait parce que j'ai toujours été un coureur protégé dans l'équipe. L'équipe m'a toujours fait confiance depuis mes débuts chez les pros, m'a toujours soutenu, m'a toujours aidé et m'a toujours mis en valeur aussi. Donc, mais oui, là où je suis vraiment, moi j'ai eu un vrai déclic, là où pour moi je me sentais légitime d'être leader parce qu'avant j'étais protégé, mais je me sentais pas légitime de l'être. J'ai vraiment eu au Tour des Flandres quand j'ai fini 3e. Parce que là, je me suis dit, là, sur le podium, tu étais à côté de grands champions. Il y a Pogacar qui finit 4e juste derrière toi. Là, j'ai été vraiment dans le bain et ça a été vraiment un gros déclic pour moi. Ensuite, l'année suivante, il y a les Strade Bianche, voilà, il y a le Tour de France, il y a plein de choses qui sont passées qui ont fait que j'ai validé, entre guillemets, cette validation que j'avais besoin, moi, au fond de moi, pour être vraiment leader voilà, dans ce rôle. Et puis aussi... Thibaut après voilà m'a aidé, j'ai toujours eu confiance, c'est un vrai ami et c'est un coureur aussi qui était très impressionnant dans son rôle parce que lui il prenait ce rôle-là naturellement, c'était même pas lui qui décidait, il drivait vraiment toute l'équipe ensemble par sa nature parce qu'il était lui-même tout simplement. Il faut pas être une autre personne quand tu veux être vraiment leader d'une équipe. Tu restes toi-même et t'aides les autres à venir avec toi et à les motiver grâce à la personne que tu es toi-même. Ouais, c'est super intéressant. Alors justement, tu as ce côté leader et puis tu as le côté un peu collectif. Dans l'épisode 1, avec Guillaume, vous rappeliez que vous étiez là lors du titre de Julien Alaphilippe, d'un des titres, mais toi, tu as été là pendant les deux. Tu es le seul d'ailleurs à l'avoir fait. Donc tu es un peu justement un coureur qui à la fois a son rôle, mais qui en même temps a l'air hyper important dans le collectif. Là, je parle de l'équipe de France, mais c'est aussi parfois au sein de l'équipe Groupama FDJ, et pas forcément pour toi, pour les autres. Est-ce que ça, c'est quelque chose que toi, tu arrives facilement à gérer? Est-ce que c'est presque facile? Enfin ouais, juste, est-ce que c'est inné pour toi d'avoir ces deux Ouais, parce que moi, comme je le dis, je suis au départ d'une course pour aider l'équipe au maximum. Enfin, c'est mon employeur et autrement, c'est la sélection. Je suis là pour faire la meilleure performance possible avec l'équipe. Et quand l'équipe me dit, bah, t'es leader, voilà, là, c'est à moi de prendre ce rôle-là. Mais si on me dit très clairement, mon rôle au sein de l'équipe, c'est tu dois faire ça pour ça, bah, moi, je le fais avec grand plaisir. C'est que j'ai une confiance en l'équipe et je sais aussi qu'est-ce que je vaux vraiment. Je sais quels sont les coureurs aussi au sein de l'équipe qui peuvent être meilleurs dans cette façon de courir là ou comment ils sont. Donc en fait, à partir de là, moi, si on est très clair avec moi, je mettrai tout le temps le maximum pour faire ça, quoi. Mais je trouve ça vraiment chouette parce que là aussi, ça veut dire qu'il n'y a aucun. Enfin, en fait, c'est une question d'ego parfois aussi dans ça. Et donc, ouais, j'ai pas de. Enfin, moi, ouais. Je sais très bien, je suis capable de faire quoi avec les capacités que j'ai à l'instant T. Parce qu'il y a des moments aussi où je me sens peut-être un petit peu moins en forme. Et là, bah, faut que j'aide l'équipe comme je le peux ou comme je voudrais le faire, même si des fois, j'y arrive pas parce que le corps répond pas. Mais le but, c'est vraiment de l'aider quand voilà, c'est comme je le dis aussi, c'est aussi le boulot là-dessus des directeurs sportifs de m'aider au maximum à trouver vraiment à être très clair pour moi au briefing, mais ça depuis le temps ils sont d'habitude. Je trouvais qu'on avait été un peu trop sérieux là depuis 10 minutes. C'est vrai qu'on est très sérieux. Un petit rire, c'est pas mal quand même. Est-ce que tu as envie de jouer? Ouais, on peut jouer avec plaisir. Alors on va faire un petit jeu à mon avis dont tu as l'habitude parce que c'est un petit peu facile du côté des médias de le faire, mais il marche toujours très bien. Donc on va faire le plus et le moins dans ton équipe. Ok. Donc au sein de l'équipe Groupama FDJ. Attention, pas de langue de bois. Et tu as même le droit de te nommer toi, je le précise. Et je le précise pas parce que la première question c'est qui est le plus en retard dans l'équipe.
Non, mais je peux pas dire moi, parce que pour moi, c'est Kevin Genial qui est le plus en retard. C'est terrible. Pire que toi? Je pense, ouais, il est vraiment pire que moi. Il va répondre, hein, tu sais, on va lui poser la question. Tu vas lui dire, c'est avec grand plaisir. Qui est le plus organisé? Là, tu me prends au cours. Ah, c'est le but du jeu. Je suis obligé de dire Stéphane Kung, c'est un Suisse organisé. Et en plus, spécialiste du chrono. Donc, Et en plus, spécialiste du chrono. Il n'y a pas vraiment un gars qui sort, qui plie tous ses affaires dans le bus. Non, j'en connais pas vraiment des comme ça. Ok. Qui met la musique dans le bus, par exemple? Moi, j'aime beaucoup quand Olive, le gars qui met la musique, parce qu'il met souvent un peu de musique bretonne. La tribu de Dana, tout ça. Ah ouais, en plus, c'est Mais bien sûr. un peu passé, mais c'est trop bien. Voilà. On connaît tous par cœur les paroles. Le plus drôle? Moi, je trouve c'est Quentin Paché. J'aime bien son humour. C'est un humour très réfléchi, très particulier, mais qui rentre. Je trouve ça à chaque fois énorme. La plus belle coupe de cheveux? David Gaudu. Ok, très bien. Tu l'as dit devant la France entière, c'est chouette. Elle est très, très recherchée maintenant. C'est vrai qu'elle est très travaillée, la coupe de David. La moins belle coupe de cheveux? La moins belle. Je sais pas. Ah, t'oses pas, hein, c'est terrible. Non, je suis en train de m'imaginer là, tous les coureurs de l'équipe, c'est pas facile, il y a plein de nouveaux en plus. Toi, on aurait dû te mettre un trombinoscope. Mais ouais, grave. La moins belle coureur de l'équipe. Allez, on passe encore une fois? Ouais, vas-y, on C'est passe. la dernière. Hein. Ouais, sinon, Ok. ça va prendre trop de temps. Le plus bavard? Clément Braz-Alfonso, là, on a le record. Ah ouais? Ouais. Et c'est ok. On a Il pose plein de questions, j'adore. Ok. Celui qui gagne le plus à être connu, d'après toi? Qu'est-ce qui est pas assez mis en lumière pour sa personnalité? Pour moi, c'est Quentin Paché, là, pour ça. Personne ne connaît vraiment comment il est. Au début, il est très introverti, il parle pas beaucoup. Justement, un humour un peu particulier, mais après, quand tu le connais, ce gars-là, il devrait être connu par la France entière. Ouais, c'est génial. Ouais. Bah, peut-être que c'est lui qui fera le podcast la prochaine fois. Peut-être qu'il pense. va l'animer ou quoi que ce soit. Ça pourrait être sympa pour te Ah faire ouais, parler. ça pourrait être très drôle. Celui qui mérite le plus de gagner une belle course. Je sens que tu vas redire Quentin. Bah ouais, Quentin, il a jamais gagné. Je voulais changer, mais là, ouais, le pour le droit. coup, il a jamais gagné, donc je vais redire son nom. Celui qui parle le moins bien anglais. Tous pas les critiquer, c'est Non, mais j'adore. franchement, beau. c'est pas facile parce que franchement, là, maintenant, au sein de l'équipe, il y a vraiment tout le monde qui parle anglais, enfin, de plus en plus. Alors celui qui parle le mieux anglais? Ouais, le mieux anglais, t'as les anglais, c'est facile. C'est de la triche. Mais non, les Français qui parlent le mieux anglais, maintenant, t'en as quand même beaucoup. T'as Quentin qui parle très bien, après, t'as Kevin qui est pas français, mais Kevin, c'est naturel aussi. Même David, il parle très très bien anglais. Enfin, voilà, il y en a beaucoup qui parlent très bien anglais. Et les jeunes, ils ont maintenant, grâce à la Continentale, ils ont eu pas mal de cours d'anglais. Ils parlent aussi très bien anglais parce qu'ils ont eu, Oui. ils ont eu beaucoup de coureurs anglophones avec eux. Donc en fait, voilà, nous, ça arrive des fois en course, t'es avec que des étrangers, donc ça parle que anglais. Donc Dernière question de ce jeu. Celui qui ramène le plus vite les bidons dans le peloton, le moins bavard. quoi. ouais, Stéphane Kung à fond. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Dès qu'il prend des bidons, tu peux être sûr, il arrive 2 secondes avec les bidons. Valeur sûre, hein, quand même, j'ai l'impression. Ah ouais, tout à l'heure. c'est pour ça qu'il est sur les grosses courses, c'est la plus grande valeur sûre de l'équipe. Allez, on va passer au côté un petit peu plus perso, justement. On a parlé du foot, du stade brestois, bien sûr. Ça vient d'où, cette passion du foot? Parce que le vélo, on sait, par ton papa, Ouais. mais le foot... Non, le foot, sans le foot, j'aime bien tous les sports. Moi, j'adore. Et à Brest, je vais voir. Ça m'arrive souvent d'aller voir le handball aussi féminin qui joue en Ligue des Champions également depuis quelques années. Le football, je le suis depuis enfant parce que voilà, tu supportes une ville, un club qui est en Ligue 1, voire Ligue 2 qui faisait. En fait, on regardait tout le temps les matchs ou quand on a la possibilité de le faire, on le fait. Et c'est vrai T'as que des écharpes, des t-shirts, des trucs, non? j'ai tout, moi. J'ai même les maillots. Et tu fais ça pour le prochain épisode avec toi, hein, Ouais, attention. si tu veux. Je te montrerai ma collection d'écharpes. Ah, super. Non, mais même avec des maillots, ça m'arrive d'échanger des maillots avec des joueurs de foot. Donc en fait, j'ai des petites collections à la maison. Enfin, je me fais plaisir. Justement, tu as des contacts avec des gens du stade brestois, des joueurs, comme tu le disais, ouais? Ouais, j'ai pas mal de contacts. C'est vrai que maintenant, depuis que j'ai donné le coup d'envoi la saison dernière, le coach m'avait invité au centre d'entraînement, passer une demi-journée avec eux. Du coup, j'avais pu parler avec les joueurs, manger avec eux également. Et depuis ce moment-là, c'est vrai qu'il y a des liens qui sont faits forcément avec quelques joueurs que je peux revoir. Voilà, ça arrivait qu'on joue au padel ensemble. Même, voilà, des fois, je mange des fois avec certains joueurs. Enfin, là, ça T'es arrive. bon au paddle ou pas?
je dirais pas que je suis bon, mais en tout cas, je progresse. Enfin, j'ai joué très souvent du coup pendant toute la coupure hivernale. Donc, si vous voulez faire un jeu de padel, je pense que je pourrais jouer. Ah, là, c'est une piste pour l'autre épisode. Et en plus, Voilà. là, alors, le problème, c'est que c'est peut-être moi qui vais pas pouvoir jouer, mais on te trouvera un adversaire à ta taille. Exactement, mais il y a plein de choses à faire. Mais c'est vrai que non, j'adore ça. Et voilà, ça m'arrive souvent d'avoir des contacts avec les joueurs ou même avec le staff, euh, avec le coach également. Donc, je vais manger de temps en temps au sein d'entraînement là-bas. Ah ouais, super, super, super. C'est une question que je vais vous poser à tous les trois, donc aussi à Romain Grégoire et à Guillaume Martin-Guyonnet. Mais quand tu poses le vélo, t'arrives, que ce soit fin de course ou chez toi, Ok. tu poses le vélo, qu'est-ce qui t'a le plus manqué? Qu'est-ce que t'as le plus envie de faire? À quoi tu penses en premier? Tout le temps, c'est à boire. De l'eau. Ah oui, bah oui, de l'eau, bien sûr, je précise. Non, souvent après l'entraînement, enfin, moi, je suis pas quelqu'un qui boit énormément, donc en fait, j'ai tout le temps soif et je cherche à boire ou des fois juste à me poser. Tu t'assois, tu souffles un coup et c'est le premier truc que j'ai besoin, c'est ça. Pour repartir. Ouais, Il y a de l'eau dans ta tasse, hein, si t'as je le besoin. vois. Évidemment, pour l'instant, t'as pas encore bu. Alors, il y a d'autres exploits à ton actif que les exploits sportifs purs. Le Kilimandjaro en 2023 notamment, tu l'as monté? Ouais. Tu t'es préparé pour ça? Non, Pas pas du besoin. tout. Et alors, t'as trouvé ça facile? J'ai pas trouvé ça très dur, mais j'ai pas trouvé ça facile. Parce que nous, en plus, on est arrivé en fin. C'était eux le début de saison des pluies. En fait, on a dû monter la dernière semaine quasi, où ils faisaient monter le Kilimandjaro. Donc, en fait, on a eu quasi la pluie tous les jours. Donc, dans les tentes, c'était pas simple. Mais en fait, c'était une expérience super. Et puis, en plus, tout la fin, on l'a fait dans la neige. En fait, tout le dernier jour, on a fait que marcher dans la neige toute la nuit. Et c'était assez incroyable. Et en plus, voilà, ma compagne, elle a souffert, elle, vraiment de l'altitude le dernier jour. Donc, j'étais plus là en soutien. Du coup, moi, ça m'a permis un peu de me reposer et de marcher plus à mon allure. Mais elle a fait un peu un mal d'altitude le dernier jour. Donc, c'était une belle expérience, franchement. La descente était quand même plus longue. La montée, c'était cool. Mais après, quand tu dois descendre pendant 2 jours alors que tu n'as plus rien à aller chercher, j'avoue que j'avais envie de prendre l'hélicoptère et de descendre d'un coup. Réflexe de sportif de haut niveau. Exactement. T'as une vraie connexion justement à la nature, au paysage, à ces instants un peu magiques comme ça? Ouais, moi j'adore ça et d'ailleurs, c'est pas qu'on se moque de moi, mais moi des fois je dis ouais, j'adore rouler seul parce que justement, je me pose et bon, on en a parlé avec Guillaume lors du premier épisode. T'es dans un état un peu second, tu fais un état sur ta vie, sur ce que tu dois faire après l'entraînement, sur ce que t'as pas fait. En fait, il y a tout qui revient quand tu roules tout seul et je trouve ça assez incroyable. T'as pas besoin de noter, t'as pas besoin de notes, en fait, il y a tout qui arrive et je trouve ça juste fou. Et du coup, en fait, quand tu regardes les paysages, des fois tu vas visiter des endroits, enfin, en vélo, justement, tu vas découvrir des routes, même encore vers chez moi, j'ai plein de routes que j'ai pas encore faites et tu vas découvrir ça et tu regardes, tu dis, ah, c'est super beau ce coin-là et moi j'adore ça. T'as commencé en disant on se moque un peu de moi parce que c'est un peu inhabituel ou parce que des fois tu demandes vraiment à rouler tout seul quand des gens te disent viens rouler avec? Non, c'est parce que des fois, moi, je parle, je dis, ma copine, elle me dit, putain, t'es encore en train de regarder le paysage. Je lui dis, parce que des fois, je lui envoie des photos, je lui dis, ah, t'as vu comment c'est beau? Mais arrête de regarder le paysage, concentre-toi sur l'entraînement. Parce qu'elle a peur. Je dis, non, ouais, voilà. Puis ensuite, je dis, non, mais là, c'est trop bien, c'est trop beau. Et ouais, moi, ça Côté fait partie de rêveur un mon. peu. Ouais, clairement. Ah, j'ai mis le doigt sur un truc. Non, bah, enfin, c'est pas rêveur, mais moi, je me dis, j'aimerais bien me poser là après, j'aimerais bien faire ça, mais après, j'ai jamais le temps de revenir, donc c'est pas grave, c'est juste l'instant T en soi. Bien sûr, et puis c'est pour après peut-être que tu Exactement. à des moments. J'ai aussi, moi, l'impression que tu réfléchis pas mal à ton époque. Alors, je vais m'expliquer, mais j'ai l'impression que tu réfléchis pas mal à des choses un peu sociétales, c'est-à-dire en groupe, à ce que vous faites, au lien que tu fais avec les gens, en fait. Je prends 2 exemples, par exemple, ta rando perso, les fonds ont été entièrement reversés à la recherche contre le cancer digestif, c'est ça? Et tu es aussi parrain d'une association à Brest, on avait parlé dans le podcast saison 1 avec Patrick Chassé, Posons nos smartphones. J'ai vraiment la sensation que tu aimes bien le lien, le tissu social, et que c'est quelque chose qui te tient à cœur et pas un engagement, mais quand même presque au quotidien, quelque chose sur lequel tu travailles. Ouais, clairement. En fait, moi, j'adore donner en fait aux gens un petit peu de ce que je peux donner moi-même.
c'est vrai que maintenant, il faut quand même faire un peu le tri dans tout ça parce que je peux pas donner à tout le monde. Et depuis la médaille, tout ça, il y a beaucoup de demandes et il y a des choix à faire, malheureusement. Mais c'est vrai que moi, je considère que tu es professionnel. Justement, on t'a aidé quand tu étais enfant. Il y a des coureurs qui t'ont fait rêver ou qui ont fait rêver tous les jeunes. Et donc, moi, si je peux faire ça et donner l'envie à des jeunes de faire du vélo déjà pour commencer, et puis ensuite, après, de s'investir auprès de la société, c'est encore mieux. Quand tu as une image, il faut s'en servir, l'image de soi. Et donc, moi, j'essaie de la faire pour la bonne cause. C'est vrai que je fais une randonnée, c'est pour moi aussi, c'est pour rencontrer les gens qui peuvent pas me suivre toute la saison, qui peuvent pas forcément se déplacer, les gens qui me suivent chez moi. Donc, puis après, c'est aussi une occasion de faire du vélo avec des pros qui viennent voilà, sur mes routes d'entraînement. Donc, je trouve ça marrant. Et puis après, le soir, on fait une petite soirée également pour essayer de récolter des fonds pour pouvoir lutter contre le cancer digestif aussi. Puis cette année, on a rajouté les commotions cérébrales, la recherche dans la commotion cérébrale. Parce que là, enfin, on a vu, moi j'ai pas mal de coureurs au sein de l'équipe qui sont tombés, qui ont fait des commotions. Et c'est à chaque fois quelque chose qui est un peu. C'est un sujet, je dis pas tabou, mais où on n'a pas de réponse. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que des fois, les gars, ils tapent la tête, ils font des IRM, ils voient rien et ils ont toujours des douleurs à la tête, ils sont toujours pas à l'aise. Et donc, là, en fait, là, c'est vraiment un sujet, euh, un gros problème qu'on a à l'heure actuelle. Donc, moi, si je peux aider à. Je dis pas faire avancer parce que c'est pas avec les quelques petits milliers d'euros que je vais faire avancer, mais c'est un début et je me dis que s'il y a tout le monde qui le fait, bah, ça pourra avancer, je pense, à un moment donné. Et ça veut dire que tu réfléchis forcément avec les autres et que tu te dis à un moment, qu'est-ce que je peux faire dans Ouais, ça c'est en fait. ça. Et puis en plus, dans tout ça, moi, ce que j'adore, c'est que tous les fonds ils sont reversés au CHU de Brest. Enfin, c'est vraiment Mm. au sein du CHU. Donc en fait, je sais très bien où vont les Ouais. fonds et que le CHU de Brest, il se développe énormément. Maintenant, il fait partie d'un des meilleurs de France dans tous ces domaines. Ils ont les meilleurs chercheurs qui arrivent et il y a beaucoup d'études, même internationales, qui sont faites à Brest. Donc en fait, grâce à ça, ça permet directement d'aider. Voilà, en France et même à l'étranger, pourquoi pas tout ce qui peut se faire. Et je sais très bien où vont les fonds. Enfin, la première année, on avait récolté, je me souviens plus, 5 000 à 6 000 euros. Ils avaient acheté un siège massant pour les gens qui font les chimios. Et on est allé visiter le centre après. On avait vu, bah voilà, c'était ça, c'est grâce à ça que tu as donné cet argent. En fait, du coup, tu trouves ça, tu as un vrai lien et tu sais très bien où va l'argent et c'est ça que j'adore. Ouais, 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 non, c'est vraiment chouette. Bravo en tout cas hein, de faire ce genre de choses. Alors, j'ai parlé du podcast Face à Face par Groupama saison 1 parce que c'était là que tu avais nommé l'association notamment. Mais il y a aussi un autre truc qui m'avait marqué, c'est que je reviens à un point de vue un peu plus personnel. Tu disais, j'ai besoin d'être entouré de gens extrêmes. Alors, ouais, extrême parce que ça veut dire des gens qui te tirent tout le temps vers le haut, c'est ça? Ou qui sont aussi fous que toi dans tout ce que tu fais? Ouais, ouais, c'est exactement ça. Moi, j'ai besoin des gens qui me poussent, qui m'aident et qui me disent des choses tout simplement et qui Un soient très rapport vis. vrai en fait. Ouais, voilà, c'est ça, un vrai rapport, enfin, pas quelqu'un qui va me dire les choses gentiment pour pouvoir me les dire, que je préfère qu'il me les dise cachement, qu'on ait une discussion et qu'ensuite ce soit réglé. Moi, j'ai pas d'amertume. Quelqu'un qui me critique et qui me dit des choses méchantes sur moi, s'il me l'a prouvé, pourquoi il me le dit et s'il le dit pour quelque chose de très précis, aucun problème, je l'accepte. Mais c'est des discussions qu'on doit avoir et ça, j'aime bien m'entourer de ces personnes-là parce que ça m'aide et ça me pousse à aller encore plus haut. Alors, on va quand même parler rapidement d'hippisme. Justement, est-ce que tu peux me dire un peu les similitudes que tu trouves avec l'entraînement? Je crois que tu es assez proche de Sébastien Garato, c'est ça, en entraîneur? Ouais, ouais, Vous appelez? j'ai son numéro. C'est ma copine avait avant des chevaux chez lui, toujours en contact. Et puis là, nous, on a des chevaux maintenant chez Vincent Renaud, un autre entraîneur. Et c'est vrai que c'est des personnes. J'adore parce que dès que je vais dans le milieu hippisme, je parle beaucoup avec les entraîneurs, tout ça. Et il y a tellement de similitudes avec Quoi, par exemple? les athlètes. Enfin, les chevaux, c'est des athlètes. Mm. Et la récupération, c'est incroyable. Ils font des spas, et ils ont des chaussettes de contention. Ouais. Il y a du drainage, il y a plein de choses qui sont faites, l'hydratation, tout ça, Et toi, tout est t'apprends de ça calculé. aussi. Ouais, enfin, moi j'apprends de ça, et puis moi en fait on parle entre eux, et puis justement ils sont là, putain, ils utilisent la puissance, comment on peut utiliser la puissance chez les chevaux, parce qu'ils voient aussi que eux ils sont limités avec le cardio du cheval. À un moment donné, le cheval il peut être fatigué, tu peux avoir une dérive
du cardio. Donc eux aussi, grâce à ça, ils vont chercher aussi comment s'améliorer. Donc il y a des vraies discussions qui peuvent être faites. Je trouve ça juste fou. Et puis il y a aussi eux avec... là, moi, j'ai que des trotteurs. Donc il y a tout ce qui est sulky derrière qui sont en carbone. La petite voiture derrière. La petite voiture Petit chariot. Exactement. Qui sont faites tout en carbone avec justement le gonflage des roues qui peut être précis selon si c'est de la terre, si c'est de la cendrée, si c'est de l'herbe, ça a un gonflage différent. Et maintenant, il y a toute la nouveauté du sulky américain qui est en aérodynamisme assez incroyable pour aller encore plus vite. Donc en fait, tu as des vraies similitudes avec le matériel, avec l'entraînement qui se rapprochent et je trouve ça top. Allez, on passe au deuxième petit jeu, justement, qui n'est pas vraiment un jeu, c'est plus des questions, mais c'est pour ajouter à l'affiche. On va connaître tes goûts culturels et sportifs. Ta chanson du moment, c'est quoi? La tribu de Nana? Ouais, non, moi je suis pas trop nouveauté. Ouais, tout ce qui est chanson bretonne, Matmata, tout ça, j'adore. Ok. Une de tes séries, tu nous recommandes de regarder quoi? Là, je viens de finir Squid Game, donc je suis obligé. C'est vraiment pas mal. T'as aimé? Ok, très bien. La dernière personne connue que tu as suivie sur Instagram? Connu que j'ai suivi sur Instagram. Je sais pas, peut-être Martin Fourcade. Ok. Très bien, mais il est largement connu, hein, tu avais largement le droit de dire ça. Non, je me souviens plus, mais ouais, je crois, ouais. Une course où tu dirais à des gens qui connaissent pas le vélo, regardez cette course, pas forcément le Tour de France du coup, mais regardez cette course, vous allez comprendre ce qu'est le vélo et vous allez vous passionner. Tu leur dirais de regarder quelle course? Tour des Flandres. Quelle année? Qui regarde l'année 2025, encore mieux, on dirait que c'est encore mieux. Attention, cochez bien Valentin au départ du Tour des Flandres. Un sportif hors cyclisme qui t'inspire? Léon Marchand. Ah ouais? Ouais, moi je trouve ça fou ce qu'il a réussi à faire. En fait, je le suis depuis déjà quelques années, parce que j'ai fait de la natation, puis je regarde aussi, mais ça fait quelques années que je vois qu'il était champion du monde, il gagnait tout, les records du monde aussi qu'il battait de Michael Phelps. Et le fait d'être parti à l'étranger et s'entraîner pour se couper justement de tout ce qui pouvait se faire en France, en fait ça lui a fait un bien fou. Il a réussi à gagner tous ses médailles olympiques, je trouve ça incroyable. La dimension mentale encore. Ouais, mais c'est fou. Et puis là aussi on voit aussi qu'après les JO ça peut être très compliqué même pour des athlètes comme lui, parce que tu as une pression qui était tellement forte et puis tu tombes avec un public, je dis pas qui t'agresse, mais ça te prend vraiment une claque énorme. Et c'est sûr que moi, je l'ai connu à ma manière, parce que c'est pas du tout comme lui, mais c'était quand même fort. Mais lui, je pense que c'est devenu une superstar en l'espace de 3 semaines. Je peux comprendre que ça peut être très, très dur. Alors, justement, on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que tu peux nous donner un indice précis pour nous dire où tu nous emmènes lors du second épisode, Valentin? Alors, on a compris, on va en Bretagne. Ouais. Est-ce que tu as une idée précise, un truc? J'ai pas vraiment d'idée précise, mais ce sera forcément proche de la mer, en tout cas. Ah, donc on aura le bruit des vagues dans l'oreille. C'est possible. Tu feras un plouf ou pas? Ça dépend de quand on va faire le... À partir du mois de mai, peut-être. Avant, je pense pas. Ok, on va s'arranger. Merci beaucoup, Valentin Madouas. C'était vraiment un super moment. Et vous l'avez compris, donc notre invité du jour n'a pas encore tout dit ou tout fait. J'ai l'impression qu'il va être sympa, ce deuxième épisode avec lui. Rendez-vous donc un petit peu plus loin dans la saison 3 de Face à Face par Groupama sur la chaîne Dans la tête d'un cycliste également. Un podcast où se livrent également Guillaume Martin-Guyonnet et Romain Grégoire. À bientôt Valentin. À bientôt. Par passion du vélo, Groupama vous a présenté Face à Face. Groupama, acteur majeur du cyclisme, accompagne l'ensemble des pratiquants, des professionnels aux amateurs en passant par tous les cyclistes du quotidien. Retrouvez les engagements vélo de Groupama sur les réseaux sociaux et sur groupama.fr.